Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est la santé, votre magazine où chaque semaine, médecins et spécialistes de la PHM vous apportent leur lumière sur un thème de santé. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la sclérose en plaques, première cause de handicap chez l'adulte jeune. Cette affection neurologique évolutive touche 80 000 personnes en France. Quels en sont les symptômes? Qui peut être touché? Où en est la recherche? Pour répondre à ces questions, un spécialiste et une patiente, le professeur Jean Pelletier, neurologue à l'hôpital de la Timone. Bonjour. Bonjour. Et Dominique Gagioli, vous êtes malade de sclérose en plaques depuis à peu près 17 ans. Tout à fait. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Puis avant de vous donner la parole, je vous propose tout de suite de prendre la direction de l'hôpital de la Timone pour regarder un reportage sur la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie neurologique auto-immune du système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Multifactorielle, elle provient aussi bien d'un terrain génétique prédisposant que de facteurs environnementaux liés par exemple à l'alimentation. Donc c'est une maladie chronique qui touche les sujets jeunes. Elle débute en général entre 25 et 35 ans. Et c'est une maladie qui est chronique. Une fois, quand on a commencé une sclérose en plaques, on va garder cette maladie tout au long de sa vie, comme le diabète ou l'hypertension. C'est le système immunitaire, le système de défense de l'organisme, qui se trompe de cible, qui prend un petit bout du système nerveux central pour un corps étranger ou un virus, un microbe, et qui va donc créer une réaction de défense contre ce qu'il prend pour un corps étranger. Donc il va créer une réaction inflammatoire. Et la cible de cette réaction inflammatoire, c'est la gaine qui entoure les fibres nerveuses. Le système nerveux est constitué de neurones. C'est des fibres, des cellules particulières, puisqu'elles ont un corps cellulaire et puis un grand prolongement qui sert à transmettre l'information. Et cette fibre nerveuse est entourée d'une gaine qu'on appelle une gaine de myéline. Donc la cible de cette réaction inflammatoire dans la sclérose en plaques, c'est cette gaine de myéline qui va être abîmée par la réaction inflammatoire. La maladie touche différents points du système nerveux central à différentes périodes de la vie, par épisode, que l'on appelle des poussées. Elle peut entraîner un handicap lourd au fil des années. L'IRM permet de voir l'importance de l'activité inflammatoire. Cet examen, en plus du dépistage, est beaucoup utilisé dans le cadre des essais thérapeutiques. La recherche progresse à grands pas et permet de développer des traitements qui, s'ils ne guérissent pas encore la maladie, en ralentissent la progression, voire la gèlent. Depuis avril 2007, en fait, il y a un nouveau traitement qui est arrivé, qui est un traitement d'un nouveau type. C'est un anticorps monoclonal, c'est un anticorps de synthèse qui permet de bloquer un des processus de l'inflammation. Une des avancées actuelles consiste à prendre le traitement en comprimé plutôt qu'en perfusion, ce qui améliore considérablement le confort des patients. Des initiatives nationales voient aussi le jour à travers les réseaux de soins. Donc on va avoir de plus en plus de traitements, ce qui permettra d'avoir aussi une prise en charge adaptée à la carte pour chaque patient. Chaque personne pourra avoir le traitement finalement qui lui correspond le mieux à une période de sa maladie. Il y a des réseaux de soins qui se sont mis en place dans chaque région pour essayer de coordonner les différents intervenants, les différents soignants entre eux, pour que les patients soient le mieux pris en charge, le mieux soignés possible. La maladie est souvent dépistée chez l'adulte jeune. Conserver un bon moral demeure toujours le meilleur atout pour la combattre. Moi, je le voyais vraiment que comme ça avant. À l'âge de 24 ans, j'avais plus que la tête qui bougeait, transportée d'urgence à l'hôpital, on ne savait pas d'où ça venait. Il m'a fait une ponction lombaire, sclérose en plaques. En fait, je l'ai appris le vendredi que j'avais la sclérose en plaques. Le lundi, j'apprenais que j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et enceinte, on n'a pas de poussée. On n'a rien du tout. Si j'écoute le professeur Pelletier, il faudrait que je sois enceinte tous les ans. Non, non. Ça pas trop. Et après, par contre, quand j'ai accouché, un mois après, 24 jours d'hospitalisation, grosse poussée. Et depuis 15 ans, je fais la kinésithérapie le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Après, je vis normalement. Je vis normalement, aucun souci. J'ai une voiture automatique, je me déplace très bien, je m'en sors très bien. Si je commence à m'endormir sur mes lauriers en me disant « Mon Dieu, tu es malade, il faut que tu fasses… » Non, ça non. J'ai accompagné ma fille quand elle faisait son basket, la grande aussi, fait des activités et je suis le mouvement. Même avec le fauteuil, je suis.
Ça, il n'y a pas de souci. Arthur est toujours dans la partie. Alors Dominique Gagioli, on vous a vu dans ce reportage. Vous n'avez pas expliqué vraiment comment vous vous étiez rendu compte que vous aviez cette maladie. Quels en ont été les premiers symptômes? Les premiers symptômes, c'est en fait un gros choc émotionnel après la perte de mon frère unique. Il s'est avéré que mes jambes étaient bloquées. Et j'ai accompagné tout simplement ma fille aînée à la maternelle et je suis tombée. Et impossible de me relever. Et après, ça a engendré pendant 3 jours et il n'y avait plus que la tête qui bougeait. Donc, suite à un choc, vous Oui. avez une sorte de paralysie. Tout à fait. Ça se passe toujours comme ça, professeur Pelletier? Non, non, pas toujours comme ça, parce que ça a été très bien dit dans le reportage, c'est une maladie qui touche le système nerveux que nous appelons nous central, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière. C'est un petit peu l'ordinateur central qui dirige l'ensemble de notre organisme, et toutes les zones de ce système nerveux central peuvent être touchées. Ça peut être des troubles de la motricité, des paralysies, des troubles de la sensibilité. Un symptôme très fréquent, notamment chez la jeune femme, en tant que première poussée de la maladie, ce sont des troubles visuels. C'est de se réveiller un matin avec la vue qui n'est plus tout à fait bonne ou qui n'est pas bonne du tout, d'un côté. Et puis ce sont des symptômes qui sont au départ très fugaces, qui vont apparaître, disparaître, parfois d'ailleurs spontanément, ou sous l'effet de certains Vous voulez traitements. dire qu'on peut par exemple se réveiller un matin en n'y voyant presque plus rien et 1 heure après y voir correctement et du coup pas prêter plus attention? 1 heure après, que ça à non. ce- Quelques heures ou quelques jours après. Mais ça peut être suffisant pour qu'on n'ait pas le temps de consulter, on n'ait pas le temps de voir un médecin ou un spécialiste. Et puis les symptômes vont rentrer dans l'ordre spontanément, sans aucun traitement. Et puis d'autres poussées vont malheureusement intervenir par la suite, qui vont permettre de faire le diagnostic de cette maladie. Quels sont les symptômes les plus courants? Vous l'avez dit, il y a ces troubles de la vue, il peut y avoir un problème moteur, mais encore Des troubles de la sensibilité, ressentir des fourmillements par exemple pendant quelques jours. Et puis il y a un certain nombre d'autres symptômes qui sont cachés, que connaissent bien les malades, mais qui sont plus difficiles à authentifier, comme des troubles au niveau des urines, du contrôle des urines, des troubles au niveau du fonctionnement un petit peu intellectuel, ce qu'on appelle nous la concentration et l'attention. Et puis un symptôme qui est très fréquent, qui est probablement le plus fréquent, qu'on appelle la fatigue, qui est absolument pas spécifique, mais qui est quasiment permanent et de façon totalement indépendante des autres symptômes dans cette maladie. Vous, avec le recul, vous vous êtes peut-être aperçu que vous aviez eu finalement peut-être d'autres symptômes avant ce fameux choc et qu'en fait il a fallu attendre d'avoir peut-être un symptôme plus sévère, plus handicapant pour pouvoir aller consulter. Il s'avère qu'en 83, j'ai déjà eu une paralysie faciale. On pensait que c'était une paralysie faciale par rapport à un virus, parce que dans le collège où j'étais, il y avait déjà eu quelques paralysies. Mais en fait, 10 ans après, le gros choc m'a entraîné justement paralysie des membres inférieurs. 1 an après, perte d'une névrite optique du côté gauche, ce que disait M. Pelletier. Et puis, c'est des paralysies des doigts, enfin, les sensations, tout ce qui est sensation, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, le toucher, il y a tout. Il peut y avoir donc un très grand laps de temps entre l'apparition des premiers symptômes et éventuellement les deuxièmes, plusieurs années peut-être entre chaque symptôme. Oui, alors il y a des formes évolutives un peu différentes. Il y a des formes qui peuvent être un petit peu d'emblée agressives, avec des poussées qui se succèdent très rapidement. Il y a des formes qu'on qualifie, nous, de bénignes, où les patients ou les patientes peuvent faire 3 poussées en 15 ans ou 20 ans. Donc c'est toujours un petit peu difficile d'en faire le diagnostic, et de façon moindre maintenant avec l'IRM, mais on est souvent amené à faire un diagnostic un petit peu rétrospectif, en récupérant par l'interrogatoire certains éléments qui sont passés inaperçus au sens du diagnostic antérieurement. Quelles sont les causes de cette affection? Alors comme ça a été dit aussi au niveau du reportage, actuellement on ne connaît pas les causes authentifiées de la maladie. Il y a probablement 2 grands facteurs qui interviennent. Un facteur de susceptibilité génétique. Susceptibilité ne veut pas dire maladie héréditaire, mais notre patrimoine est, on va dire, installé d'une certaine façon pour être plus sensible à d'autres facteurs. Et le deuxième grand facteur qui est incriminé, ce sont ce qu'on appelle nous des facteurs d'environnement. En sachant Alors, que... juste, je vous arrête une petite minute parce que vous dites la susceptibilité génétique. Ça veut dire que c'est génétique? Non, ça veut dire que notre patrimoine génétique est organisé d'une certaine façon pour mieux ou moins bien se défendre par rapport à certaines agressions.
Donc c'est physique en fait, c'est constitutif de notre organisme. C'est constitutionnel, en sachant que la sclérose en plaques n'est pas une maladie génétique, pas une maladie à transmission héréditaire, mais notre agencement, notre patrimoine génétique est disposé d'une certaine façon pour être plus ou moins sensible, comme c'est le cas dans toutes les maladies auto-immunes. Et le deuxième grand facteur, ce sont ce qu'on appelle encore une fois les facteurs d'environnement, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, aucun facteur d'environnement, qui soit alimentaire, virus, bactéries, climatique, toxique, n'ait pu être formellement identifié comme étant le facteur responsable. Quelles sont les hypothèses aujourd'hui, les différentes hypothèses, en tout cas les plus plausibles? L'hypothèse la plus plausible, c'est que Selon sur vous, un terrain génétique prédisposé, qui est tout à fait normal, un certain nombre de facteurs puissent être déclenchants d'une réaction qu'on appelle, nous, auto-immune, qu'on dénomme auto-immune. C'est-à-dire que les défenses immunitaires qui sont là pour nous protéger, dans une certaine mesure, vont se retourner contre nous pour nous agresser. C'est vrai pour le psoriasis, qui est une maladie dermatologique. C'est vrai pour la sclérose en plaques, qui est une maladie neurologique. La différence, ce sont probablement les facteurs déclenchants qui en sont différents et la cible qui est différente. La peau pour le psoriasis, le système nerveux et la myéline pour la sclérose en plaques. La population la plus touchée par la sclérose en plaques, vous êtes l'exemple type, vous êtes jeune et vous êtes une femme, c'est ça? Dans 3/4 des cas, la maladie commence chez la jeune femme entre 20 et 30 ans. C'est la forme la plus classique qu'on appelle nous la forme rémitante, c'est-à-dire la forme qui évolue avec des poussées, en sachant qu'il y a un extrême inverse qui est plus fréquent chez l'homme, plus âgé, après 40 ou 50 ans, qu'on appelle la forme progressive, qui est une forme d'emblée progressive dans laquelle il n'y a jamais de poussée, mais une perturbation progressive des fonctions du système nerveux, notamment sous la forme de troubles de la marche qui vont s'installer très progressivement dans le temps. Nous allons parler à présent des traitements. Je crois qu'il y a eu une grande évolution depuis une dizaine d'années dans les traitements de cette affection. À Marseille, nous avons la chance d'être dotés d'un centre de recherche IRM. Nous prenons donc la direction du CMRM. À tout de suite. Le Centre d'exploration métabolique par résonance magnétique, ou CMRM, est une structure regroupant un service hospitalier de l'AP-HM et une unité de recherche associée au CNRS et à l'Université de la Méditerranée. Créée en 1998, cette structure unique en France s'est agrandie de 850 mètres carrés pour accueillir des équipements de dernière génération. Le temps était venu, après 10 ans d'existence, de passer à la vitesse supérieure, en quelque sorte, et nous avons pu obtenir les financements nécessaires à construire une extension du bâtiment initial qui était devenu trop petit et de monter un plan de financement permettant d'acquérir 2 nouvelles machines. Le nouveau bâtiment a reçu 2 nouveaux appareils d'IRM, dont un de type Siemens Verio à 3 Tesla, c'est-à-dire plus de 60 000 fois le champ magnétique terrestre. Il est l'un des premiers de ce type livré dans le monde et le premier en France. Le fait d'avoir un aimant de ce type-là permet d'abord d'aller plus vite, d'obtenir des images beaucoup plus rapidement, ce qui veut dire que ça va être beaucoup plus confortable pour le patient, il va rester moins de temps dans l'appareil. Ensuite, on va avoir aussi un débit d'examen beaucoup plus important. Particulièrement efficace dans le domaine de l'investigation clinique et de la recherche, notamment pour le diagnostic de la sclérose en plaques, les 2 spectromètres imageurs du CMRM disposent des avancées technologiques les plus récentes pour l'exploration du corps entier en un seul examen, l'imagerie de la moelle épinière, l'imagerie de la perfusion cérébrale et cardiaque, l'imagerie du muscle et du cartilage, ainsi que l'examen des patients obèses ou claustrophobes grâce à un aimant de 70 cm de diamètre. On peut toujours aller plus loin, on ira plus loin. Déjà, le progrès sera encore d'aller plus loin dans la définition et je suis certain que la prochaine génération sera peut-être 5 ou 7 Tesla. Le CMRM dispose d'un effectif de 55 chercheurs, ingénieurs, cliniciens, stagiaires postdoctoraux et doctorants appartenant à cette nationalité. Eh bien, l'université accompagne en mettant du personnel à disposition du CMRM ou de l'unité de recherche, accompagne par des moyens financiers le CMRM qui est en fait un outil, partie prenante d'une recherche à laquelle l'Université de la Méditerranée est tout à fait impliquée. L'ensemble des équipements et du personnel permettra au CMRM de conforter son leadership dans un contexte national et international particulièrement actif et compétitif. Dominique Cagioli, vous connaissez ce centre? Vous y avez été souvent? Oui, tout à fait. Pendant bien 2 ans, 1 fois par mois, parce que comme j'ai une sclérose progressive, tous les 1 mois et demi, je faisais une poussée. Donc il fallait vérifier par rapport au traitement qu'on me donnait, par rapport à l'IRM. Qu'est-ce que ce centre a permis d'apporter aux patients?
Alors, il apporte beaucoup de choses, peut-être indirectement au patient, parce que c'est un centre de recherche, mais pour lequel le patient est l'élément clé dans le fonctionnement. Il est très impliqué sur des protocoles de recherche pour mieux comprendre la maladie par l'intermédiaire du patient, avec des techniques d'IRM un peu sophistiquées. Il est très impliqué pour l'étude de nouveaux médicaments. Ça, le patient est le premier intéressé, bien sûr, par ces nouveaux produits, dans le cadre de protocoles thérapeutiques qui permettent d'évaluer l'efficacité et la tolérance d'un médicament. Et puis, il est très impliqué aussi indirectement ce que peut apporter l'IRM dans la compréhension de la maladie. Parce qu'on est capable de faire des examens qui vont être faits en direct sur le patient et qui vont permettre de suivre au fur et à mesure du temps l'évolution de l'inflammation, l'évolution de l'atteinte de la myéline ou l'évolution du dysfonctionnement du fil électrique principal qui transmet l'information et qu'on appelle l'axone. Donc c'est un centre qui est dévolu au patient, mais dans lequel le patient est l'élément principal pour mieux comprendre la maladie. Donc c'est un cercle qui est fermé. C'est un service rendu des deux côtés finalement. Non, pas rendu des deux côtés. Le principe, c'est que l'investissement que peut faire un patient en rentrant dans un protocole thérapeutique pour espérer qu'un médicament soit efficace, soit un retour pour lui-même, quelques années après, de constater que ce médicament est disponible pour lui et pour les autres patients atteints de la maladie. Alors justement, quels sont les traitements que vous prenez? Est-ce que c'est très contraignant? Est-ce qu'il faut en prendre en permanence ou simplement lorsque vous avez des poussées? Comment ça se passe? C'est-à-dire que jusqu'à présent, le traitement, c'est tous les jours par comprimé. Donc c'est tous les jours? Oui, tous les jours par comprimé. Et en plus, une fois par mois maintenant par rapport au nouveau traitement que j'ai eu il y a 1 an de ça. Alors oui, il y a deux parties dans le traitement de cette maladie. Le traitement en comprimé tous les jours dont vous parlez, c'est surtout le traitement de certains symptômes, comme la raideur, comme les problèmes urinaires. La spasticité. Ou ce qu'on appelle la spasticité. Et puis il y a le traitement que nous appelons, nous, le traitement de fond de la maladie, qui est un traitement préventif, notamment dans les formes avec poussée, pour éviter ces poussées. Et donc ce sont ces médicaments qu'elle doit prendre tous les jours? Non, ce sont les médicaments qui sont utilisés de façon soit plutôt mensuelle. C'est quand même assez compliqué, c'est contraignant. Quel est votre quotidien, Dominique Gaggiola? Non, Gagioli. Pardon, excusez-moi. Normal, en fait. Bon, c'est vrai qu'il a fallu que j'arrête de travailler, il a fallu que je vois autre chose, que tous les jours il y a le kiné, tous les jours il y a doucement à faire les trucs quotidiens de la vie. Mais bon, c'est vrai que c'est plus pareil. La prise en charge thérapeutique est contraignante. Elle est contraignante pour la prise de médicaments régulièrement vis-à-vis de certains symptômes. L'observance doit être stricte? La plus bonne possible pour que les traitements soient les plus efficaces possibles. Et concernant le traitement de fond de la maladie, pour éviter les poussées, les traitements actuellement disponibles sont tous des médicaments par voie injectable, soit en sous-cutané, soit en intramusculaire, soit en perfusion intraveineuse. Donc ce sont des traitements lourds qui demandent un investissement important de la part du patient, c'est un petit peu l'insuline chez les diabétiques, ou qui demandent un investissement important avec des hospitalisations régulières qui cassent un peu le rythme de la vie, notamment chez les personnes qui travaillent et qui ont une activité professionnelle et familiale tout à fait normale. Y a-t-il des effets secondaires avec ces traitements, des effets secondaires? On rencontre un certain nombre d'effets secondaires qui sont liés aux médicaments, mais ça c'est un petit peu l'obligation en rapport avec les traitements. Mais lorsque vous êtes jeune, que vous êtes dans un fonctionnement de vie normal et que vous êtes en plus obligé de réaliser certaines injections très régulièrement avec des effets notamment au niveau des sites d'injection, des effets cutanés, des effets généraux avec le sentiment d'être fatigué ou d'avoir une sensation de grippe après les injections, c'est encore un élément supplémentaire perturbateur pour la vie de tous les jours. En plus des symptômes, il y a un certain nombre d'effets secondaires qui sont liés au traitement et qui rendent la maladie un peu plus difficile dans sa vie quotidienne. L'évolution de la maladie n'est pas la même chez tous les patients? Non. Vous l'avez dit, chez les hommes et chez les femmes, c'est assez différent? Non, c'est pas différent chez les hommes et chez les femmes. Il y a deux grandes formes évolutives. L'une qui est plus fréquente chez la jeune femme, qui est la forme avec poussée au début, et une forme qui est beaucoup moins fréquente, qui est très rare, qu'on appelle la forme progressive primaire, qu'on rencontre plus fréquemment chez l'homme plus âgé. Donc il y a quand même une évolution différente selon les patients. À quoi est-ce dû justement cette différence d'évolution? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui ou pas du tout? On commence à comprendre que sur le mode évolutif classique de la maladie, il y a plusieurs phases chez le même individu. Une première phase qui est principalement représentée par des poussées, qui peut être une phase qui va durer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois toujours. Et puis une phase qui
souvent est dénommée secondairement progressive parce qu'elle veut dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire que les poussées ont tendance à disparaître et puis l'évolution progressive de la maladie va se mettre en place, en général toujours marquée par des troubles de la marche, une réduction des facilités de marche au fur et à mesure du temps. On sait à quoi c'est dû Alors, on commence à comprendre, à savoir que les poussées sont principalement liées sous la responsabilité de l'inflammation. Chaque fois qu'une poussée arrive à l'IRM, on est pratiquement capable de voir l'apparition d'une nouvelle lésion inflammatoire. Et puis au fur et à mesure du temps, cette inflammation va un peu se tasser et va se mettre en place à la place un mauvais fonctionnement du fil électrique qui permet le transfert de l'information et qui va un peu rendre compte du mode progressif de la maladie. Alors c'est très important de faire la différence parce que les traitements qui sont utilisés actuellement sont totalement différents. Les traitements dont on parlait à l'instant, qui sont des traitements par voie injectable, sont surtout orientés pour éviter les poussées, donc dans la phase inflammatoire. Et on utilise parfois d'autres thérapeutiques plus incisives, je n'ai pas dit plus agressives, mais plus incisives, comme les immunosuppresseurs, sous la forme de chimiothérapie, qui sont plus adaptés à la forme progressive de la maladie. Donc essayer de repérer le moment à partir duquel un patient va passer d'une forme à l'autre, c'est très important pour la modification du traitement. Et que faut-il faire pour ralentir cette maladie, mis à part les traitements? Je suppose que dans la vie quotidienne, il doit sans doute y avoir des choses à faire. Vous dites que vous faites des séances de kiné régulièrement, peut-être du sport, une alimentation particulière. Enfin, quels sont les conseils que vous donnez en général à vos patients? Vous, qu'est-ce que vous faites pour être mieux, tout simplement, tous les jours? Alimentation normale, tout à fait. Bon, prendre soin de soi. Mais c'est vrai que la fatigue, comme disait M. Pelletier, la fatigue est souvent très présente. Très présente. Et le moral aussi, vous disiez que c'était extrêmement important d'avoir un bon moral. Bon, évidemment, dans tous les cas, mais particulièrement dans des cas de ce genre de pathologie, puisque ça permet éventuellement de ralentir les poussées, peut-être, scientifiquement en tout cas? Probablement oui, même si ça n'est pas démontré scientifiquement, parce que c'est le contexte des maladies auto-immunes en général, les facteurs de stress au sens large du terme, pas que les facteurs émotionnels, mais les facteurs d'infection, les facteurs psychologiques, peuvent être des facteurs d'aggravation. Ça n'est pas la cause de la maladie. Puisque, vous le disiez tout à l'heure, vous aviez eu un choc émotionnel et c'est là-dessus qu'un des symptômes est apparu. C'est donc peut-être lié? Probablement parce que rentre en jeu... Dans les deux sens, du coup, peut-être. Probablement parce que rentre en jeu dans ces maladies auto-immunes un équilibre instable entre les bonnes défenses immunitaires et les mauvaises. Et tout ce qui va perturber cet équilibre va intervenir dans un sens positif ou dans un sens négatif. Alors, les patients disent souvent c'est un facteur de stress émotionnel, un divorce, un décès, la perte d'un emploi qui est responsable de ma maladie ou responsable de poussée. Non, ce n'est pas la cause, mais c'est un facteur qui va influencer l'équilibre instable dans le mauvais sens du terme et qui va entraîner des poussées ou qui peut révéler la maladie. En tout cas, faire la guerre aux idées reçues, aussi parce qu'il y en a des idées reçues, est un bon moyen de ne pas aggraver la situation en tout cas. Professeur Pelletier et puis Dominique Cagioli, nous allons tout de suite passer au jeu le vrai ou faux. Professeur Pelletier, la sclérose en plaques est génétique. Vrai ou faux? Réponse faux. C'est une maladie qui n'est pas génétique, donc qui ne se transmet pas d'un point de vue héréditaire. On peut avoir des enfants avec cette maladie, Dominique? Tout à fait. C'est votre cas? Oui, tout à fait. C'est même souhaitable, vous le disiez à un moment. Alors sur le principe théorique, c'est souhaitable parce que la grossesse est probablement le meilleur traitement dont on dispose actuellement. D'un point de vue pratique, la réponse est ne pas contre-indiquer une grossesse chez une jeune femme qui est atteinte de sclérose en plaques. Troisième affirmation, on ne peut pas se faire vacciner lorsqu'on est atteint de sclérose en plaques. Réponse faux. Aucune étude scientifique n'a montré un lien quelconque, que ce soit vis-à-vis du déclenchement de la maladie ou vis-à-vis de l'aggravation de la maladie par les vaccinations, notamment la vaccination contre l'hépatite B. Et puis enfin, Dominique, on termine avec vous. On ne peut pas vivre normalement avec cette pathologie, vrai ou faux? Si. Oui, il faut avoir le moral. Donc c'est faux? C'est faux, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est la santé.